Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler une fois de plus de OwnCloud. Si vous avez regardé ma première vidéo et que vous avez tenté d'installer OwnCloud, vous vous êtes certainement cassé les dents sur 2-3 petites choses qui sont un peu plus compliquées que ce qui était prévu. Peut-être que votre serveur Apache ou que le serveur MySQL ne se sont pas installés comme prévu, et vous avez peut-être également remarqué que ce n'est pas la version 8 de OwnCloud que vous avez obtenue, mais la version 7. Vous avez peut-être également remarqué que vous n'arriviez pas à vous connecter à votre cloud en HTTPS, ou encore que vous n'arriviez pas à uploader des fichiers supérieurs à 513 mégas. Bref, autant de petits problèmes, et je vais vous expliquer comment les résoudre dans cette vidéo. Nous allons donc parler d'installation, de sécurité, et également nous parlerons un petit peu du matériel qu'il faut pour créer son propre serveur NAS. Alors ici, je suis sur une machine sur laquelle il y a Debian JC 8 fraîchement installé. Donc il n'y a pas de Apache, il n'y a pas de MySQL, il n'y a rien. Donc tout est à faire. Donc commençons par ouvrir notre terminal et par passer en mode route. La première chose que nous allons faire, c'est installer notre serveur Apache pour pouvoir transformer notre Debian en serveur web. Donc un simple apt-get install Apache 2 et le tour est joué. Maintenant, nous allons quand même vérifier que notre serveur Apache fonctionne bien. Il suffit d'ouvrir le navigateur et de taper l'adresse de notre serveur. Et vous voyez que nous avons une page qui nous indique que nous sommes sur Apache 2. Donc, votre serveur Apache, c'est confirmé, fonctionne bien. Alors, je vous rappelle qu'il faut une adresse IP fixe. Ici, j'ai toujours l'adresse que j'ai utilisée dans ma précédente vidéo. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais n'oubliez pas qu'il faut toujours avoir une adresse IP fixe pour votre serveur. Donc, cette première étape est terminée. Maintenant, vous allez avoir besoin de votre serveur MySQL pour stocker les données de OwnCloud. Ici, c'est très simple. Vous faites un apt-get install MySQL server. MySQL a besoin d'un mot de passe administrateur également pour fonctionner. Donc, vous devez taper ce mot de passe, mais surtout, vous devez vous en souvenir, car vous en aurez peut-être besoin pour administrer vos bases de données MySQL. Je le retape pour confirmer. Voilà, ma base de données MySQL est installée. Donc j'ai installé mon serveur Apache, j'ai installé ma base de données MySQL. Maintenant, je n'ai plus qu'à installer OwnCloud. Mais comme vous avez pu le remarquer, si vous avez simplement fait apt-get install OwnCloud, vous vous êtes retrouvé avec la version 7 de OwnCloud, alors qu'à l'heure actuelle, nous en sommes dans la version 8. Alors comment faire pour avoir la dernière version de OwnCloud? Vous allez voir que nous allons faire un petit peu différemment de ce qui a été fait dans la vidéo précédente. La première chose que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter à la liste de nos dépôts de package un autre dépôt qui est pour OwnCloud. Donc je vais faire un copier-coller pour ne pas fatiguer mes petits doigts musclés. Mais ne vous inquiétez pas, je mettrai dans la désignation de la vidéo tous les textes qui sont utilisés dans cette vidéo. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger la clé de release dans mon dossier temporaire. Donc je vais déjà aller dans mon dossier temporaire, cd tmp, et là encore je vais faire un petit copier-coller, et je vais télécharger cette clé sur ma machine. Maintenant, je vais ajouter cette clé sur ma machine. Donc apt-key add release key. Voilà, la clé a été ajoutée. Maintenant, comme j'ai ajouté un nouveau dépôt à ma liste, je vais faire un apt-get update pour mettre à jour ma liste de packages.
Voilà qui est fait. Et bien maintenant, je vais installer OnCloud exactement comme je l'ai fait dans ma première vidéo. Mais là, je vais obtenir la dernière version de OnCloud. Donc apt-get installe OnCloud. Voilà, l'installation de OnCloud est terminée, il ne nous reste plus qu'à vérifier si tout cela fonctionne. Donc je retourne sur mon navigateur, je tape l'adresse de mon serveur et je rajoute OnCloud. Et vous voyez que mon OnCloud se lance correctement. Je vais donc créer mon compte administrateur car c'est le premier lancement. Jusque-là, rien de très nouveau. Et je clique sur terminer l'installation. Et voilà, mon OnCloud fonctionne. Mais ce marathon de configuration ne fait que commencer car nous avons encore beaucoup de choses à faire pour fignoler le travail et faire en sorte que notre OnCloud soit sécurisé et fonctionne tel qu'on le veut. Donc vous êtes prêts? Prenez une bonne inspiration, c'est parti, on continue. Alors que se passe-t-il si je tente d'accéder à mon cloud en faisant du HTTPS? Alors, je vais modifier ma ligne et je vais ajouter au bout HTTPS. Et là, c'est le drame. Ça ne marche pas. Donc, nous allons voir comment créer un certificat auto-signé et faire fonctionner Apache en HTTPS. Donc, revenons à notre terminal. Nous allons commencer par créer un dossier dans lequel nous allons mettre les certificats que nous allons créer. Nous allons mettre ce dossier dans le dossier Apache et nous allons appeler ce dossier tout simplement SSL, puisque ça s'appelle les certificats SSL ou également TLS. Donc ici, je vais encore faire un petit copier-coller, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu le contenu de ce qu'il y a écrit ici. Je vais élargir un petit peu mon terminal pour qu'on voit bien la ligne. Donc ici, nous allons donc utiliser OpenSSL. Et nous allons demander un certificat de type X509. Ce certificat sera valide pendant 1095 jours, ce qui vous laisse quand même pas mal de marge. Ce certificat permettra de chiffrer les communications avec une clé RSA de 2048 bits. Et ensuite, nous indiquons les deux chemins dans lesquels seront mis les deux fichiers représentant notre certificat. Donc je valide ma ligne. Donc vous voyez que maintenant, on me demande des informations qui seront intégrées à ce certificat et qui permettra de m'identifier. Alors, la première information, c'est le nom du pays représenté par 2 lettres, donc FR. Ensuite, la province, ce qui serait l'équivalent de la région en France. Donc je vais mettre Gironde. La ville, je vais mettre Bordeaux. Le nom de l'organisation. Alors ici, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre IT. Et dans l'organisation unit, je vais mettre également IT. Je ne vais pas me fouler. Alors ici, le common name est extrêmement important. Pour les besoins de cette démonstration, je vais mettre un astérisque. Mais vous, si vous avez acheté un nom de domaine, comme par exemple cloud mondomaine.fr, c'est ça que vous devez mettre ici. Vous devez mettre le nom de domaine qui correspond à votre certificat. Donc ça, c'est très important. Si vous avez acheté un nom de domaine, c'est cette information-là qu'il faut mettre ici, le nom de domaine que vous avez acheté. Ici, pour les besoins de la démonstration, je vais mettre un astérisque qui en fait représente tous les noms de domaine. C'est-à-dire que ça va dire au serveur, pour tous les noms de domaine qui sont utilisés sur ce serveur, eh bien tu utilises ce certificat auto-signé. Ensuite, l'adresse email. Et voilà, votre certificat SSL auto-signé est créé. Alors, quelle différence il y a entre un certificat qui est auto-signé et un certificat que vous pourriez acheter
auprès d'un organisme comme Comodo ou GlobalSign par exemple, pour sécuriser votre serveur. Alors si on prend le chiffrement qui est ici une clé RSA de 2048 bits, eh bien que vous l'achetiez auprès de GlobalSign ou de Comodo par exemple, ou que vous ayez fait votre propre certificat auto-signé, le chiffrement sera le même. Donc là, au niveau de la protection du chiffrement, c'est exactement la même chose. Par contre, que fait un organisme comme GlobalSign ou Comodo? Eh bien, ils vont attester que votre certificat est valide, qu'il est correct, qu'il correspond bien à vous, à votre personne. Quel est l'intérêt pour vous d'acheter un certificat SSL? Le seul intérêt, ce serait si quelqu'un tentait d'usurper votre serveur OwnCloud. Imaginons par exemple que quelqu'un arrive à connaître le mot de passe de votre compte chez le registrar chez qui vous avez acheté votre nom de domaine. Eh bien, il va rentrer dans ce compte, aller changer la redirection du serveur DNS pour mettre sur une adresse IP d'un autre serveur. Et à ce moment-là, quand on tapera votre nom de domaine dans un navigateur, on n'arrivera pas sur votre OwnCloud, mais sur son OwnCloud. Et imaginons, vous ne faites pas attention, vous commencez à transférer des fichiers sur ce cloud, qui n'est pas le vôtre, et là, la personne en fait vous a volé vos fichiers. Donc dans un cas comme celui-ci, effectivement, un certificat SSL vous permettrait de vous rendre compte que vous n'êtes pas sur votre OwnCloud, que vous êtes sur un faux serveur OwnCloud qui n'est pas le vôtre, et ainsi mettre en échec cette usurpation d'identité. C'est le seul cas. Donc à vous de voir si vous voulez investir ou non dans un certificat SSL pour éviter ce genre de problème. Dans tous les autres cas, un certificat auto-signé fonctionne très bien. Maintenant que nous avons créé notre certificat auto-signé, eh bien il va falloir activer le mode SSL de Apache. Donc nous allons taper A2EN mode SSL. Et nous allons également indiquer la configuration que nous allons utiliser, EN-Site, défaut, SSL. Et nous allons redémarrer notre serveur Apache. Donc service, Apache 2, restart. Voilà qui est fait. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons copier un fichier de configuration par défaut SSL, qui est déjà présent dans Apache, et le mettre dans notre dossier de configuration actuelle. Je vais faire un petit copier-coller. Ne vous inquiétez pas, je vous rappelle que toutes ces lignes seront dans la désignation de la vidéo. Donc maintenant, ce que nous allons devoir faire, c'est modifier ce fichier de configuration pour lui indiquer où se trouvent les fichiers de notre certificat. Donc nous allons faire nano etc Apache 2 sites enable, puis le nom de fichier de configuration que nous avons donc copié tout à l'heure. Voilà notre fichier. Donc nous allons descendre et nous allons chercher les deux lignes qui indiquent les certificats. Voilà, elles sont ici. SSL Certificate File et SSL Certificate Key File. Donc vous voyez qu'ici, il nous est indiqué etc SSL Cert, mais ça, ce n'est pas le chemin que nous avons choisi. Nous avons mis ça dans le dossier Apache 2 SSL. Et nous avons appelé nos fichiers serveur CRT, et pour l'autre, serveur key. Voilà qui est fait, nous allons sauvegarder nos modifications. Et bien sûr, nous allons devoir redémarrer notre serveur Apache. Eh bien, il est temps de vérifier si tout cela fonctionne. Donc j'ouvre mon navigateur, je tape https 192.168.54 et OwnCloud. Donc là, nous tombons sur une page tout à fait différente
qui nous indique que ce certificat ne peut pas être vérifié par un organisme extérieur. Mais ça, nous le savons puisque c'est un certificat auto-signé. Par conséquent, nous allons dire « Je prends les risques », ajouter une exception, confirmer l'exception de sécurité, et vous voyez que nous accédons à notre OwnCloud en HTTPS. Et là, vous vous dites « C'est formidable, je suis enfin en HTTPS, je suis sécurisé ». Eh bien non. Alors, je vais également vous expliquer autre chose d'important, c'est que rien ne garantit que vous allez accéder à votre serveur en HTTPS à chaque fois. Et oui, vous pouvez très bien oublier de taper HTTPS et taper HTTP. Et juste à ce moment-là, eh bien, il y a quelqu'un qui est au milieu et qui va capter votre mot de passe parce que ce n'est pas chiffré. Donc, comment garantir qu'à chaque fois que vous essayerez d'accéder à votre cloud, ça passera par du HTTPS. Alors nous allons devoir modifier deux fichiers. Le premier fichier, que nous avons déjà vu d'ailleurs dans la vidéo précédente, se trouve dans nano etc apache 2 sites enabled 00 défaut conf. Et dans ce fichier, nous allons indiquer quoi? Eh bien, premièrement, nous allons indiquer le domaine que vous avez acheté. Donc, server name. Et je vais dire, donc, mon domaine, cloud, mon domaine. Donc, bien sûr, vous remplacez mon domaine par le domaine que vous avez acheté. Et je vais lui dire, redirect permanent HTTPS cloud mondomaine.fr. Ceci va vous assurer qu'à chaque fois que vous allez utiliser votre nom de domaine cloud mondomaine.fr, eh bien ce sera automatiquement redirigé sur l'HTTPS cloud mondomaine.fr. Alors ici, je ne vais pas sauvegarder de fichier parce que je suis avec une adresse IP locale et je n'utilise pas donc le nom de domaine pour la démo. Mais nous n'avons pas encore tout à fait terminé, car ceci ne vous protège pas encore tout à fait contre une attaque dite de l'homme du milieu qui pourrait donc capter votre mot de passe au moment de la transmission ou qui pourrait tenter de passer en HTTP au lieu d'HTTPS. Donc nous allons rajouter une petite sécurité supplémentaire. Et cette fois-ci, nous allons modifier le fichier SSL qui lui s'occupe du port 443. Et là, je vais encore faire un petit copier-coller. Donc ici, qu'est-ce que l'on fait? Toujours la même chose, on indique donc le serveur de nom de domaine qu'on utilise. Et on lui indique que pour le domaine comme pour les sous-domaines, eh bien, tout doit passer par du transport sécurisé et rien d'autre. Donc même si quelqu'un essayait par tous les moyens de passer par du HTTP, il n'y arriverait pas et ce serait systématiquement du HTTPS qui serait autorisé. Voilà, donc en modifiant les deux fichiers de configuration, on arrive à obtenir du HTTPS partout où on va. Bien, maintenant nous allons voir un autre problème. Donc imaginons un petit scénario, vous êtes sur votre own cloud et vous voulez partager un fichier avec l'un de vos amis parce que vous aimeriez bien qu'il puisse essayer par exemple Fedora. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans mon dossier documents, je vais cliquer sur le bouton qui me permet d'uploader un fichier, je vais dans mes téléchargements, j'ai mon image Fedora ISO, je clique deux fois dessus et là, c'est le drame. Car votre fichier fait 1 giga 4 et OwnCloud n'autorise que des fichiers de 513 mégas seulement. Ce qui, il faut bien le dire, de nos jours, n'est pas beaucoup. Alors votre premier réflexe, c'est d'aller dans Administration. Et nous allons aller dans le menu Gestion de fichiers. Et ici, nous voyons effectivement taille max d'envoi 513 mégas. Mais là, ô horreur, il y a marqué « Ne peut être modifié ici à cause de permissions insuffisantes ». Bien sûr, cela aurait été trop simple si il fallait simplement taper 10 Go ici pour que ça fonctionne. En plus de cela, on vous dit que le maximum possible est 2 Go. Donc, comment
permettre à OnCloud de recevoir des fichiers supérieurs à 513 mégas. Vous êtes prêts? Prenez une bonne inspiration. C'est parti. Donc retournons à notre terminal. Nous sommes toujours donc en mode route. Et nous allons commencer par éditer un fichier qui est le fichier php-ini. Car comme vous le savez, OnCloud fonctionne en PHP et donc il va falloir paramétrer le PHP pour qu'il accepte le transfert de fichiers supérieurs à 513 mégas. Donc nous tapons nano etc PHP 5 Apache 2 PHP ini. Donc nous allons commencer par rechercher la ligne Upload Max File Size. Ce que je vais faire pour aller plus vite, c'est que je vais faire une recherche en faisant CTRL W et je vais lui demander de me chercher le terme Upload. Donc voici qui est trouvé, donc ça devrait être par là, voilà, Upload Max File Size. Et vous voyez qu'il y a marqué ici 2 mégas. Ah, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, nous allons mettre par exemple 10 gigas. Carrément. En dessous ici, nous avons Max File Upload. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez uploader 20 fichiers simultanément. Mais attention, ces 20 fichiers cumulés ne doivent pas être supérieurs à 10 gigas, bien sûr. Ce n'est pas 20 fichiers de 10 gigas, sinon ça ne passera pas. Ensuite, nous allons chercher Post Max Size. Alors, je vais refaire un CTRL W, Post Max. Donc voici la ligne Post Max Size et je vais également la mettre à 10 gigas. Ensuite, comme ce sont des fichiers plutôt très larges, je vais m'assurer qu'ils sont mis dans un dossier temporaire de mon choix. Donc je vais chercher Upload TMP. Vous voyez d'ailleurs que la ligne est pour le moment suspendue, donc je vais enlever le point virgule qui est devant. Et je vais lui indiquer le dossier temporaire qui est par défaut ici. Donc var tmp. Alors bien sûr, vous pouvez créer un autre dossier pour ces fichiers de grande taille si nécessaire. Ensuite, il faut s'assurer que le buffering est off. Alors, nous allons refaire un CTRL W, chercher buffering. Vous voyez qu'ici, la ligne est suspendue. Je vais enlever le point virgule qui est devant. Output buffering, je vais mettre égal 0. Voilà, c'est tout pour ce fichier. Nous allons le sauvegarder. Et nous allons mettre oui. Voilà qui est fait. Maintenant, il y a un autre fichier que nous devons modifier. C'est le fichier htaccess. Ce fichier n'est d'ailleurs pas visible dans l'explorateur. Si vous le cherchez, vous ne le trouverez pas. Donc, nous devons absolument utiliser le terminal pour le modifier, celui-ci. Donc, nano, toujours pareil, var, www, oncloud, point, htaccess. Nous allons descendre et nous allons chercher les lignes qui nous intéressent, entre autres ici, PHP value, upload max file size. Et vous voyez qu'ici, nous avons notre fameux 513 mégas. Donc nous allons remplacer par 10 gigas. Même chose pour celui d'en dessous, 10 gigas. Le memory limit, vous pouvez le laisser comme il est. Ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon, les fichiers sont transférés par bloc. Vérifiez bien que le out buffering est bien sûr off, ce qui est le cas ici. Et nous allons rajouter deux petites lignes supplémentaires. PHP value max input time. Alors ça, c'est pour éviter une coupure de transmission suite à un timeout, c'est-à-dire que si vous avez un fichier qui met longtemps à se transférer, vous risquez d'avoir une coupure au bout d'un moment. Donc ici, nous allons rajouter un petit peu de temps. Et execution time. Voilà qui est fait. Je vais pouvoir donc sauvegarder ce fichier. Et je vais redémarrer mon serveur Apache.
Donc service, Apache 2, restart. Et maintenant, nous allons pouvoir tester. Donc je prends mon navigateur, je vais sur mon OnCloud, je m'identifie, et je vais retenter d'uploader mon fichier d'image Fedora. Et vous voyez que ça fonctionne. Alors lorsque la barre de progression arrive au bout, elle peut y rester un petit moment. Pourquoi? Parce qu'il lui faut du temps pour copier le fichier qui se trouve dans le dossier temporaire, dans le dossier de OnCloud. Donc ne vous inquiétez pas si ça met un peu de temps, plus votre fichier sera gros, plus ce temps d'attente à la fin de la barre de progression sera long. Et voilà, vous voyez que j'ai mon image de Fedora qui est dans mon OnCloud, il est bien marqué 1 Go 4, et maintenant je vais pouvoir partager cette image avec mon ami. Bien, pour terminer, nous allons parler un peu de pare-feu, puisque comme vous le savez, votre OnCloud n'utilise que deux ports, le port 80 et le port 443. Donc, pourquoi ne pas laisser ouvert que ces deux ports et fermer tous les autres? Alors bien sûr, le pare-feu de votre routeur ou de votre box a déjà, bien sûr, des ports ouverts ou fermés. Donc bien sûr, si vous voulez accéder à votre OnCloud depuis Internet, il faudra ouvrir le port 80 et 443 de votre box, et rediriger sur votre table NAT le port 80 et 443 sur l'adresse IP de votre serveur. Mais il peut y avoir d'autres ports qui sont ouverts sur votre box et qui n'ont strictement rien à voir avec OnCloud. Donc nous allons au niveau de votre serveur Debian fermer les ports qui ne sont pas utilisés. Donc ne faites cela que si vous êtes sur un serveur totalement dédié à OnCloud. Donc la première chose que je vais faire, c'est absolument tout fermer. Fermer tous les ports qui se trouvent sur mon serveur. Donc je vais taper iptables, p input drop. Donc là je ferme tous les ports entrants. iptables, p output drop. Là, je ferme tous les ports sortants. iptables, p, forward, drop. Là, je ferme tous les ports qui pourraient être routés. Maintenant que tout est fermé, je vais ouvrir uniquement le port 80 et le port 443. Je vais élargir un petit peu ma fenêtre de terminal. Donc je vais encore faire un petit peu de copier-coller. Donc ici, pour le port 80 en input. Ici, il est bien spécifié la carte réseau ETH0. Si vous avez plusieurs cartes réseau sur votre serveur, bien sûr, vous devrez mettre la carte réseau qui correspond. Donc je valide ma ligne. Puis maintenant, en output, je valide ma ligne. Et je vais faire la même chose maintenant pour le port 443. Et voilà, désormais, mon serveur n'écoutera que ces deux ports-là, le port 80 et 443, et restera totalement sourd à tous les autres ports. Ceci augmente considérablement la sécurité de votre serveur web. Pour terminer, parlons un petit peu du matériel. Si vous voulez créer votre propre serveur NAS, eh bien il va falloir monter vous-même votre petit serveur à l'aide de différents éléments. Ici, je vais vous en montrer quelques-uns. Alors, nous sommes sur Amazon juste pour la facilité de la chose, mais bien sûr, vous pouvez acheter votre matériel où vous voulez. Je ne fais absolument pas de pub particulièrement à Amazon, mais disons que c'est facile parce qu'on trouve pas mal de matériel. Mais vous pouvez certainement trouver du matériel qui vous correspondra mieux en fonction de votre budget, car monter un serveur NAS, malheureusement, n'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais ici, c'est pour vous donner un exemple, pour vous mettre le pied à l'étrier, pour que vous puissiez trouver votre bonheur vous-même. Donc ici par exemple, j'ai sélectionné un petit serveur ITX Cooler Master, donc comme vous voyez qui est plutôt joli, donc un boîtier dans lequel vous pouvez monter votre petit serveur NAS. Et puis ici par exemple, j'ai sélectionné une carte mère gigabit, et vous devez vous assurer que cette carte mère prend en charge RAID.
Alors, qu'est-ce que c'est que RAID pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, le système RAID permet de regrouper plusieurs disques durs en grappes. Et ici, je vous conseille, pour faire un serveur NAS, de vous mettre en RAID 5, car il existe plusieurs types de RAID. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez RAID 0, 1, 2, 3, etc. Et le RAID 5 est certainement le plus approprié et certainement le plus intéressant au niveau budget. Pour faire un RAID 5, il vous faut au minimum 3 disques durs. Et donc ces disques durs vont être réunis en fait en un seul, et vont être mis en grappe. Et l'intérêt de cela, c'est de protéger vos données. En effet, si vous faites un serveur OwnCloud avec un seul disque dur, imaginons un disque dur de 4 Tera, si ce disque dur claque, vous perdez toutes vos données qui sont dans votre cloud. Donc vous perdez un petit peu l'intérêt du cloud qui est de sauvegarder vos fichiers. En faisant un RAID avec 3 disques durs, si l'un de ces 3 disques durs claque, eh bien vous avez juste à changer ce disque dur, en mettre un neuf, et ils se resynchronisent de nouveau entre eux, et vos données ne sont pas perdues. Pour perdre vos données, il faudrait qu'il y ait 2 disques durs qui claquent en même temps. Ce serait vraiment pas de chance. Donc sur une carte mère de ce type, vous pouvez mettre un processeur i3, c'est largement suffisant pour faire un NAS. Donc ici nous avons une socket LGA 1150, donc vous devez bien sûr trouver un processeur i3 en 1150. Et pour ce qui est de la mémoire, vous mettez simplement une barrette mémoire de 2 Go, ce sera largement suffisant. Au niveau de l'alimentation, mettez une alimentation qui est assez costaud, hein, au moins je dirais 600 watts, parce que vous allez avoir quand même des disques durs à alimenter. Et au niveau des disques durs, vous pouvez prendre des disques durs de type RAID, par exemple. C'est-à-dire que vous avez Western Digital qui a fait des disques durs qui sont particulièrement conçus pour les montages en RAID. Donc ici, vous avez par exemple des RAID de 4 Terabits. Donc si vous les mettez ensemble, vous aurez 12 Tera dans votre serveur NAS. Alors bien sûr, c'est 160 € le disque RAID de 4 Tera, donc c'est quand même un budget puisqu'il vous en faut 3. Mais bien sûr, vous pouvez descendre à 2 Tera seulement de disque dur, suivant votre budget. Ensuite, pour mettre vos disques durs en RAID, eh bien, il va falloir vous référer à la documentation de votre carte mère qui vous indiquera comment faire, puisque c'est au démarrage du BIOS que vous allez pouvoir faire ce montage en RAID. Donc il faudra consulter votre doc de carte mère. Et ensuite, eh bien, ces disques en grappe se comporteront comme n'importe quel autre disque dur. Cela vous donnera l'impression que vous n'avez qu'un seul disque sur la machine de 12 Tera. Alors il est possible de faire du RAID avec un logiciel plutôt qu'avec du hardware. Je vous le déconseille fortement, surtout si vous avez décidé de chiffrer vos disques RAID, car c'est possible, vous pouvez les chiffrer. Mais si vous utilisez du RAID logiciel au lieu du RAID hardware, vous aurez une sacrée perte de performance sur des disques chiffrés. Donc ne faites pas ça, utilisez toujours du RAID hardware, c'est-à-dire que ça doit être intégré à la carte mère, vous devez acheter une carte mère qui prend en charge le RAID, et là vous pourrez chiffrer vos disques et avoir une protection maximale de votre NAS sans perte de performance, ou alors très peu. Alors vous n'êtes pas obligé non plus de prendre des disques de type RAID, hein. Vous pouvez prendre des disques tout à fait normaux pour faire un RAID. Il y a même certaines personnes qui déconseillent d'utiliser des disques green. Moi-même, j'ai déjà monté un serveur avec des disques green et ça ne pose aucun problème. Il fonctionne très bien en RAID. Je n'ai pas de perte de performance particulière. Mais bon, si vous pouvez acheter du RAID fait pour ça, plutôt que des disques durs classiques, à vous de voir en fonction de votre budget. Voilà, c'était donc les petits conseils concernant le matériel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.